Alors maintenant, on y va pour la partie logique de notre formulaire. Donc, alors est-ce que j'ai toujours le live server d'activer? Oui, parfait. Donc ici, on va s'ouvrir form. On va également s'ouvrir add article. Alors non, pas add article, article reducer. Article reducer ici. On s'ouvre article reducer et notre forme. Et normalement, c'est tout ce dont on a besoin. Donc on peut se fermer le panneau latéral ici. Voilà, hop et hop. Parfait. Donc on va commencer ici dans notre forme à importer des choses dont on a besoin. Donc ici, use state. Ensuite, on va importer de React Redux use dispatch pour pouvoir envoyer des données vers notre réduceur. Ok. Donc très bien, on a ceci et cela. Maintenant, on s'ouvre la partie logique ici, au-dessus du return, et on y va. On va d'abord lier notre formulaire de manière classique avec React, c'est-à-dire avec un state. Et à chaque fois que j'écris dans mon formulaire, eh bien le state va changer comme ça. Et ensuite, je vous montrerai une petite technique différente qui peut convenir parfois. Donc, on commence avec const article, vu qu'on veut écrire un nouvel article, et puis set article ou set article, si vous la prononcez à l'anglaise. Donc ensuite on vient ici faire title, hop, et body, parce que de base, eh bien, ce sera vide. De base, comme ça, ce sera vide direct. Alors normalement ça devrait pas poser problème. Ici, c'est juste que j'ai oublié le use state, évidemment. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a tout ça, on a également envie de dispatch. Const dispatch est égal use dispatch. Voilà, donc ça va nous donner eh bien, la méthode dispatch disponible pour pouvoir envoyer nos données. Ensuite, une fois qu'on aura rempli le formulaire et qu'on l'aura soumis, submit, eh bien, on va faire const handle form, donc qui va nous servir handle à manipuler, à bien gérer comme ça le formulaire. Donc de base, on voudra un prevent default, c'est-à-dire que maintenant, quand je cliquerai dessus, eh bien, ça va pas actualiser la page, ça va pas essayer d'envoyer des données à droite à gauche, eh bien, ça va éviter ce comportement par défaut, donc e.preventDefault. Cette méthode, on peut la mettre donc à notre formulaire, ici, onSubmit est égal, hop, handleForm. Et maintenant, quand je clique, c'est bon, je suis en train de prévenir le comportement par défaut, alors que si, ici, je ne l'avais pas, regardé, hop, ça actualise à chaque fois. Vous voyez, ça actualise. Moi, j'ai pas envie, donc hop, je mets onSubmit comme ça. Parfait. Allez, on retournera dans cette méthode un petit peu plus tard, handleForm, mais on aimerait également avoir handle inputs. Ça, c'est quand on va remplir nos formulaires, notre formulaire, donc nos inputs à chaque fois. J'ai envie de lancer cette fonction. Donc, je viens la copier ici, et je viens ici m'ouvrir tout ça, les inputs. N'hésitez pas à les mettre en ligne, comme ça, c'est un petit peu plus simple. Ici, je peux utiliser soit onInput, soit onChange. Ça fait quoi? Ça fait exactement la même chose. Alors, je vais vous expliquer. OnInput, de base, en fait, ça trigger cet événement à chaque fois que je suis en train de d'écrire quelque chose ici. Donc, par exemple, là, à chaque lettre, ça va trigger cet événement-là, d'accord? OnChange, de base, c'est pas la même chose. Donc l'événement change en JavaScript, eh bien, c'est pas la même chose de base, c'est-à-dire que ça va seulement trigger, pas maintenant, mais seulement quand je vais perdre le focus. Donc quand je vais cliquer à côté ou quand je vais cliquer, par exemple, sur envoyer l'article ici. Donc c'est différent. Mais la Team React s'est dit, écoutez, je ne sais pas trop pourquoi, mais ils se sont dit, onChange, c'est un petit peu plus logique que onInput. Donc on va finalement changer cet événement de base, l'événement change, et on va faire en sorte que onChange fasse exactement la même chose que onInput. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils trouvaient que onInput c'était pas logique pour eux, alors que bon, moi je le trouve assez logique, et je trouve que change a aussi son utilité, et je trouve que c'est utile d'avoir des changements comme ça. Voilà, bref, ça a fait un petit peu débat dans la communauté de React, mais maintenant c'est comme ça, onInput et onChange, ça fait exactement la même chose. Donc ne soyez pas perdus si vous voyez les deux. Donc bref, on va utiliser onChange vu qu'ils ont fait exprès de le changer. Voilà, on va leur faire plaisir. Donc on vient ici et onChange également donc sur le text area et sur l'input. Parfait. Testons, voir si ça fonctionne. Je mets hello change comme ça. Donc je viens ouvrir la console avec F12. Alors là c'est normal, j'ai des petits warnings parce qu'on n'a pas encore utilisé dispatch et compagnie. Donc vous pouvez le cacher les warnings en cliquant sur default levels ici et dans warning, hop, ça les cache directement. Et donc regardez, je vais écrire hello change et je vais en dessous hello change également. Ok, ça fonctionne, super. Pour le undock ou le détacher comme ça, c'est les 3 petits points. Voilà. Très bien, donc on voit que c'est lié, ça fonctionne, on est content. Et ce qu'on peut faire de base pour faire un two-ways data binding, on peut dire que value est égal ici, notre state, donc article.title, et ici, hop, est égal article.body. Body, ok, et donc j'actualise tout ça. Et de base, en fait, si j'écris des choses dans mon state, ils seront là de base, regardez.
hop, ils seront là de base. C'est ce qu'on appelle le two-ways data binding, c'est-à-dire qu'on va lier à la fois notre donnée avec le state de base, avec value, et à la fois si on change ces données-là, ça va réactualiser tout ça et ça va se remettre ici en fait. C'est le two-ways data binding, ok? C'est comme ça qu'on fait de base avec les formulaires, comme je vous avais montré avec la to-do list, je crois. Très bien, tout ça fonctionne. Maintenant, j'aimerais rajouter ici une classe spéciale à mon input et à mon text area. Donc class name est égal ici. Je vais lui mettre imp title. Imp title, et ça, je vais lui mettre class name est égal imp body. Ok, très bien. Alors, je peux faire un petit maj alt F avec prettier, ça va représenter tout ça parfaitement. Donc, j'ai changé les class name ici. Pourquoi? Pour pouvoir les repérer, parce que ces deux inputs sont liés à handle input ici, et finalement, ils sont liés au même input. Donc, comment faire pour les repérer? Eh bien, maintenant, j'ai de quoi les repérer en faisant if e.target, la cible, donc mon input, .classList. C'est une petite API JS intégrée dans le navigateur qui nous donne accès aux classes et qui nous donne accès à certaines méthodes, comme la méthode contains. Si ça contient imp title, ok, tac, alors je pourrais faire const new obj state, un nouvel objet, on évite de changer le state directement quand on a des valeurs de référence objet ou tableau. Je prends tout ce qui existe déjà, article, et je change title, et je lui mets e.target.value. Ok, j'ai mon nouvel objet, et j'ai plus qu'à le rajouter avec set article, qui va être égal à new obj state. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Si j'ai la classe imp_title juste là, d'accord, donc si je suis en train de remplir mon premier input, ce que j'ai envie de changer, c'est la propriété title ici, d'accord? C'est ce que j'ai envie de changer. Et donc, avec cette syntaxe de spread, le spread operator, ça veut dire que tu prends tout ce qu'il y a dans cet objet-là, ok? Et si, après ce spread operator, je rajoute une propriété qui existe déjà, eh bien, ça va la remplacer. Ça va la remplacer, voilà. Il faut vraiment savoir ça, sinon on se dit c'est un petit peu bizarre cette syntaxe. Donc, je prends tout ce qu'il y a dans cet objet, et title, je le change et je lui mets la valeur que je veux. Ok? Et ensuite, donc, je mets à jour cet objet. Voilà. Très bien. Et donc, ensuite, on fait un else if. Alors, j'aime bien le mettre en dessous quand c'est un petit peu grand. Donc, on fait un else if. On aurait pu mettre un else, mais c'est un petit peu plus secure. On va dire safe, comment on pourrait appeler ça? Sécurisé de mettre un else if et de bien préciser le if juste ici. D'accord? Tac. Et donc, juste là, e.target.classList.contains quoi cette fois? Imp body, comme ça. Imp body. Et puis on fait exactement la même chose, sauf que cette fois on changera quoi? Pas title, mais body. Et voilà. Alors désolé, j'ai le ventre qui grogne un petit peu. Il est temps d'aller manger. Et donc c'est bon, grâce à cette fonction, je mets à jour le state à chaque fois que j'écris à l'intérieur, comme ça. À chaque fois que j'écris à l'intérieur. Je pourrais le loguer par exemple, parce que je vois que ça mettrait à jour tout ça, avec article ici. Hop. Et je le log juste là. Et à chaque fois, vous voyez que je suis en train de le remplir ici. Il se remplit sous nos yeux ébahis. Ok? Allez, ça fait assez pour une vidéo, je pense. On va attaquer la partie dispatch dans la prochaine vidéo. Et je vous montrerai ensuite la petite technique si vous ne voulez pas lier avec le two-ways data binding. Parfois, on n'a pas forcément envie de le lier. Je vous expliquerai pourquoi, etc. Allez, on passe à tout ça dans la prochaine vidéo.